Bonjour et rebonjour. Vous êtes dans le live de 12h30 sur Géopolitique profonde et nous allons traiter aujourd'hui d'un autre service secret. Hier, c'était la CIA. Aujourd'hui, ça va être un peu la CIA quand même. Mais ça va être le Mossad aussi, tiens, et leurs éventuelles alliances. Derrière le Mossad, nous allons nous intéresser aussi à l'État qui abrite Israël, État confessionnel. On va s'intéresser, tiens, à la loi du talion, par exemple. Et on va repartir après dans l'autre sens et se demander comment ce service, eh bien, et ce depuis le début de la création de l'État d'Israël, a à cœur la vengeance. C'est le cas contre les SS, contre les nazis. Il y aura ensuite, bien sûr, mais ça on ira aussi très vite sur ce sujet, l'ensemble des opérations israéliennes et du Mossad sur le Proche et le Moyen-Orient. Et puis nous irons vers l'affaire Kennedy. C'est la voie la moins 1963, Dallas, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, 100 ans. La voie la moins empruntée. Ça ne mange pas de pain d'accuser la CIA, tout le monde l'accuse. Mais quels sont les liens consubstantiels entre la CIA et le Mossad? Quels sont les ponts entre l'un et l'autre? Et puis nous continuerons avec l'affaire Epstein, Ehud Barak. Un certain nombre d'éléments et un livre sur lequel je m'appuierai, écrit en 2021, sur les liens évidents entre Epstein, le Mossad. Tiens, entre Epstein et Ghislaine Maxwell, Lady Ghislaine, dont le papa était lui-même, Robert Maxwell, eh bien, un agent du Mossad, dont on sait que sa mort étrange a beaucoup fait parler. Il était patron de presse du Mirror, pardon, excusez-moi. On en reparlera. Est-ce qu'on irait jusqu'à Brigitte? Ah non, ça c'est la CIA. Ah, quoique à Alger en 61, 62, 63, dans ce fouillis où Jean-Michel Trogneux a fait ses études et a peut-être été recruté, eh bien, toutes les plus sales bestioles possibles et imaginables traînaient. Et il y avait la CIA, mais il y avait aussi le Mossad, évidemment. Il y avait tous les intérêts de ceux, entre autres, qui étaient hostiles aux intérêts français et qui ont peut-être recruté à cette occasion. Et il n'est pas facile, de même qu'il n'est pas toujours facile de faire la différence entre la CIA et la mafia, ou une partie de la CIA, eh bien, il n'est pas toujours facile de faire la différence entre un certain nombre de services secrets. Voilà ce qui va être le sujet du jour, chers amis, chers internautes. Géopolitique profonde, je vous rappelle la revue de Géopolitique profonde. Avec nos meilleures plumes, janvier, nous avions Ferreira ce matin, Juvin Brunet, Draghi, Chevrier, Ozon et monsieur le directeur, Franck Pengam, sur la décentralisation et les placements. Je vous rappelle donc une semaine de gratuité, n'hésitez pas, cela vous donnera accès à des formations sur la décentralisation financière. La boutique, évidemment, des produits dérivés de Géopolitique profonde, dont les mugs qui me servent à me boire des cafés durant toute la matinée. Et ça n'est pas fini, la matinée s'achève, ça va être bientôt l'après-midi, mais nous allons donc évoquer le sujet que je viens d'aborder. Peut-être rappeler, puisque nous avons affaire avec Israël à un État confessionnel, et que certains d'ailleurs trouvent le moyen de dire que finalement l'État-nation Israël devrait être un exemple pour la France, en tout cas, elles n'ont pas exactement les mêmes racines. Hein. Il y a une différence entre œil pour œil et dent pour dent, et tendre l'autre joue, une autre joue. Étrangement, c'est pas exactement la même chose. C'est pas les mêmes racines. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les chrétiens ou que les racines chrétiennes de la France, fille aînée de l'Église, ne soient que des enfants de cœur. Ça ne veut pas dire que un Templier, eh bien, allait tendre l'autre joue de son armure. C'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, il y a au cœur, et on va pouvoir en dire deux mots si vous voulez, de finalement ce qu'est consubstantiellement Israël et dès sa création l'idée de vengeance qu'on peut d'ailleurs éventuellement comprendre. La vengeance contre, à l'origine, les nazis, contre ceux qui ont cherché à exterminer les juifs. Ça, c'est la base, mais c'est le cœur même de cet État.
Le cœur de cet État vient de là, le cœur de son implantation vient de là. Donc au cœur même de ce qu'est Israël, et donc de ce qu'est son service secret, il y a ce principe de vengeance. C'est pas neutre. C'est pas neutre. On le dit suffisamment, État confessionnel. Ce n'est pas neutre, cet esprit de vengeance. Je rappelle rapidement la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Tu donneras vie pour vie. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. C'est dans le code de l'Alliance. Mais ce code de l'Alliance, d'ailleurs, vous le retrouvez un petit peu dans le Pentateuque, dans le livre de l'Exode. Vous le retrouvez évidemment en seconde partie dans la Bible sur la seconde partie du code des lois données à Moïse. C'est pas les 10 premiers, c'est pas les 10 commandements, mais en tout cas c'est la seconde partie. Ça vous le retrouvez dans la Bible. Alors évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec le serment sur la montagne, dont on dit que ces béatitudes, c'est finalement la réalisation des 10 commandements. Et Jésus dit à son auditoire, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous le dis, ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur ta joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ça, c'est dans Matthieu. On a beau faire tous les efforts qu'on voudra, on a du mal à trouver une similitude entre ces deux textes. Si ce n'est que le premier est rappelé. Il y a... alors, il faut savoir une chose d'abord, c'est que cette loi du talion, elle est babylonienne avant... on la retrouve déjà dans le code de l'Hammurabi, en 1750 avant notre ère, dans le royaume de Babylone. C'est pas consubstantiel au peuple juif, mais là où à un moment donné, les Juifs ont été en exode. Donc, ce code de l'Hammurabi, il révèle un Dieu. On dit toujours, les 3 religions du livre. C'est le même Dieu. Un Dieu d'amour et un Dieu vengeur, est-ce que c'est vraiment le même Dieu? Ou est-ce que ce Dieu est un Dieu Janus? Ça nous rappelle plutôt un certain paganisme, s'il avait 2 faces. Non, il est soit vengeur, soit il est amour. Il ne peut pas être les 2 en même temps, nonobstant le en même temps macronien. Et quand il est vengeur, finalement, eh bien, les hommes se vengent aussi. Si Dieu peut se venger des hommes, alors les hommes peuvent se venger entre eux, c'est logique. C'est l'inverse du Notre Père, je vous le dis, je vous le rappelle, entre nous. Et après, je vais arrêter ce très rapide cours de théologie. Mais quand même, le Notre Père, qui est une référence qu'on retrouve à nouveau sur le Sermon sur la montagne, où il apprend à ses disciples à prier Notre Père. Et à un moment donné, dans Notre Père, il y est bien dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc on n'est pas sur un Dieu vengeur, évidemment. Il y a cette base, donc je pense essentielle pour comprendre Israël, pour comprendre le Mossad, c'est-à-dire que là, on est sans limite, c'est le titre d'ailleurs de cette émission, on est absolument sans limite dans la vengeance. On peut se venger, c'est autorisé, c'est même une obligation. C'est même une obligation. C'est-à-dire que vous pouvez être hors la loi si vous ne vous vengez pas. Alors, tout a été raconté, si vous regardez un petit peu sur Wikipédia, des choses comme ça. On essaie surtout, bien sûr, puisque c'est le peuple victime, donc c'est la pierre de touche des mondialistes, du système. Donc, il faut évidemment les dédouaner de tout esprit de vengeance. Donc, on explique qu'en fait, sans aucune preuve d'ailleurs, que nécessairement, pour éviter la vendetta, pour éviter des vengeances sauvages et barbares, eh bien, ils auraient inventé cela parce que ça aménagerait un petit peu les choses. Bon, ça, c'est une spéculation. Ça veut dire que l'homme est... c'est drôle pour des théoriciens du bon sauvage de nous expliquer que la loi de nature était une loi où tout le monde se vengeait de tout le monde et qu'on a mis un peu de règles et de lois là-dedans. Ça, rien ne l'indique. Mais par contre, je vais vous révéler des choses cachées depuis la fondation du monde, d'expliquer le Christ, c'est que derrière le sacré, il y a la violence. Oui. Et que la sortie de cette violence et de ce sacré de la violence, c'est le christianisme, oui aussi.
Donc, c'est une habitude d'entrée fondée justement sur le fait que cet État est et d'ailleurs même la rétribution, c'est parce que nous avons été victimes que nous avons le droit, la légitimité à avoir cet État et que nous avons ensuite le droit de nous venger de nos ennemis. C'est dans l'ADN. La vengeance est dans l'ADN. C'est tout. C'est pas, c'est être ni antisioniste ni être antisémite que de rappeler ces évidences. Ça permet d'évaluer, ça permet de savoir à qui on a affaire, tout simplement. Si on ne sait pas à qui on a affaire, ben là, on sait à qui on a affaire. C'est au cœur de ce qu'ils sont. Je ne le juge pas, je le constate. Et ça peut aider justement à mieux comprendre. Traitement négatif, c'est ainsi qu'il l'appelait, c'est-à-dire c'est le recours systématique à des assassinats ciblés. Ils le font pas seulement contre le Hamas ou contre le Hezbollah, ils l'ont toujours fait depuis le début. Le côté frappe décapitante, c'est un trait caractéristique du Mossad, comme ce peut l'être aussi en partie chez les anglo-saxons. C'est un point commun, on est assez d'accord là-dessus. Hein. Et c'est justement aussi ce qui les relie. Il y a chez les anglo-saxons aussi cette idée d'éliminer physiquement, qu'on retrouvera après dans d'autres pays, mais en tout cas ceux qui sont au cœur de cette idée d'éliminer. Donc ils appellent ça traitement négatif. À l'origine, ce sont des vengeurs. Et bien évidemment, ils vont traquer les nazis. Et donc, c'est présenté d'ailleurs de façon très très héroïque dans la propagande occidentale. Ils ont toute légitimité à traiter des gens qui sont des monstres, qui sont bestialisés, qui ne sont même pas au rang d'hommes. On verra qu'ils feront la même chose exactement aujourd'hui encore, et à des peuples entiers. Il y a cette négation de l'humanité dans cette notion de vengeance aussi. Au cœur du Kidon, ça je vous conseille des articles sur le sujet, c'est-à-dire cette unité israélienne qui assassine sur commande. Donc Kidon, ça veut dire baïonnette, éliminer les adversaires d'Israël, sans état d'âme, une stratégie basée sur une doctrine assumée, tuer en premier, dont l'efficacité a inspiré d'autres puissances, évidemment, dans le monde. Donc c'est une logique qui est imparable, souvent le fait d'anciens militaires, d'anciens membres du Mossad qui ensuite vont se vouer à cette unité secrète qui est composée donc de vétérans, entre autres des forces spéciales, et qui étaient en charge des assassinats au sein du Mossad. Donc ce sont ces membres-là, la fine pointe justement de ces éliminations ciblées. Mais on continue évidemment dans ces deux cas de figure à traiter d'éléments bien connus du Mossad. On va donc aller vers le cœur de notre émission maintenant et nous intéresser, comme je l'ai dit, aux assassinats de Kennedy. Si la voie la plus empruntée est bien en effet celle qui mène uniquement à la CIA, eh bien nous allons explorer, à nos risques et périls, si j'ose dire, la voie qui mène éventuellement à la CIA, une partie de la CIA, indéniablement, peut-être pas toute la CIA, puisque c'est un coup d'État, c'est un complot cette affaire Kennedy, mais aussi au Mossad, on va se demander pourquoi, on va faire ce genre d'interrogation. Et puis après, on va continuer jusqu'à l'affaire Epstein. Et je vous promets, on ne parlera pas de Brigitte aujourd'hui, demain. Demain, 12h30. Rendez-vous est pris avec nos meilleurs enquêteurs de GPTV. Nous reviendrons sur le sujet. Mais aujourd'hui, je m'abstiens je ne suis pas de toute façon moi-même un brigittologue, par contre, je pourrais éventuellement en inviter. Et en particulier mon ami Mike Borowski. Vous verrez une belle émission à venir demain à 12h30. Mais revenons-en à nos moutons. Et avant de parler de Kennedy, avant de parler d'Epstein, on va revenir sur un élément, sur un exemple type d'alliance sur des sujets qui n'ont plus rien à voir avec les SS ou avec les questions proche-orientales, ou pas directement en tous les cas, pour le Proche-Orient, à cet assassinat surprenant, à ce suicide, devrais-je dire, du malheureux Robert Maxwell. Oh là là, plouf, mort par noyade, c'est dommage quand on est si riche. L'était-il encore? Était-il pas au bord de la banqueroute? On va voir ça. Robert Maxwell, homme de presse, mort donc par noyade aux Canaries, le
5 novembre 1991. Donc, je rappelle quand même la carrière de Robert Maxwell, c'est un Tchèque de confession juive, hein, qui va échapper au génocide pendant la guerre, qui va ensuite bourlinguer après la guerre. Il se rapproche d'un certain nombre il est dans l'espionnage, la trahison, le double jeu, hein. C'est un peu un homme qui est comme ça, Maxwell, et après-guerre, il connaîtra les meilleurs du KGB, mais il sera recruté aussi par les services israéliens. On rappelle quand même qu'il est devenu il a été député travailliste, c'est un homme de gauche. Ce qui explique d'ailleurs ses liens excellents avec François Mitterrand. Il a payé une partie de la Grande Arche, vous savez, de la Défense. Et donc, Robert Maxwell est patron de presse, il est patron du groupe britannique Mirror, qui est un peu, c'est vrai, de la presse de caniveau, mais de gauche. Ah, si c'est de gauche, ça va. Tant que ça reste de gauche, ça reste bien pensant et acceptable. Tel que le Daily ou le Sunday Mirror. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les tabloïds. C'est vraiment de la presse de bas caniveau. Mais ça rapporte beaucoup d'argent, surtout en Grande-Bretagne, surtout chez les Anglais. Donc il blanchit un peu, il fait du boulot. Alors il aide Israël, par exemple, sur des questions centrales sur les centrales atomiques, justement. Sur l'arsenal nucléaire de Tel Aviv, vous voyez, c'est intéressant, on va en reparler. Il rend des services, justement, au service israélien, qui aurait, entre autres, pourrait éliminer ou clouer le bec de ceux qui auraient des envies de dévoiler justement cet arsenal nucléaire, dont on rappelle qu'il est secret, hein, israélien. Ils n'ont jamais reconnu, toujours pas, d'avoir la bombe nucléaire, hein. Donc ils n'ont pas à faire partie d'un traité de quoi que ce soit, hein, de limitation ou de vérification, puisqu'ils ne l'ont pas. Tout le monde sait qu'ils l'ont, mais ils ne l'ont pas. Donc il n'y a pas d'énergie, de commissariat à l'énergie atomique, hein, non pas. Par contre, l'Iran qui va l'avoir, là, il faut aller vérifier, bien sûr. Donc on est encore dans le deux poids, deux mesures, mais ça, c'est un grand classique. Donc il meurt noyé. Bon, ceci dit, il semblerait qu'il y ait eu une autopsie faite à Tel Aviv qui montre que non, il n'est surtout pas mort noyé, il y a eu des traces de coups et de piqûres. Donc cet homme a été assassiné, évidemment, il a été assassiné. Pourquoi l'ont-ils liquidé? Parce qu'il était lui-même pas loin du dépôt de bilan et qu'alors il continue à blanchir l'argent du Mossad, mais qu'en plus de ça, il avait des amis, évidemment, je vous le rappelle, hein, dans l'ex-KGB, et qui s'était mis en tête, cet abruti, ça lui a été fatal, d'éventuellement faire un peu de commerce d'armes de destruction massive. Rappelez-vous, hein, au début des années 90, il y avait cette inquiétude que l'arsenal nucléaire post-soviétique puisse passer entre de mauvaises mains, telles que l'Irak ou l'Iran, et il paraît qu'il aurait eu un peu ces idées en tête, de faire un peu de trafic pour se refaire une santé financière. Résultat, trop c'est trop, et la CIA et le Mossad décident de le liquider, leur meilleur ami, voilà, laissant orpheline la jeune Ghislaine. Mais on va la revoir, Ghislaine, tout à l'heure, évidemment, dans l'affaire Epstein. Et on reparlera aussi des services avec Ehud Barak, bien évidemment, qui est lié à Epstein. Mais ça va pas être on va y revenir, si vous voulez bien, à ce sujet. D'abord, j'aimerais qu'on parle des dernières révélations, entre autres, d'un certain Jefferson Morley, qui avait passé 30 ans à enquêter sur l'assassinat de JFK et qui a accordé une interview au formidable Tucker Carlson, lié justement à la déclassification des documents de la CIA, hein, concernant cet assassinat. Donc l'extraordinaire Tucker Carlson a reçu le témoignage de Morley, qui a beaucoup enquêté sur le sujet et qui dit clairement que si on veut chercher qui a tué Kennedy, il ne faut pas aller uniquement sur la CIA, mais aussi peut-être s'intéresser à certains éléments liés au service israélien. Je rappelle les éléments, hein, d'abord, avant de développer. Donc, ce Jefferson Morley, 30 ans, je vous disais, d'enquête.
Il souligne l'importance de ce que serait la publication des dossiers relatifs justement à assassinat, malgré la résistance des services, dont la CIA. Donc, il rappelle que la CIA a dissimulé des informations, évidemment, entre autres sur Lee Harvey Oswald, le présumé assassin. Le JFK Record Act de 92, qui, sur la divulgation de ces documents, qui n'a toujours pas été respecté, mais qui va l'être a priori avec Donald Trump. Il y a 2 types de documents à déclassifier, selon Morley, dont ceux qui sont détenus par la CIA encore aujourd'hui. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.